Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la fonction exponentielle de base. On est à la page 6 de nos notes. On va l'explorer à l'aide d'une mise en situation qui est celle-ci. Alors un accident s'est produit en haute mer, le réservoir d'huile du bateau de M. Arvizet est percé et l'huile se répand à la surface de l'eau. À l'arrivée des secours, la nappe d'huile mesure 4 mètres carrés et sa superficie double à chaque minute, soit T, le temps écoulé en minutes depuis l'arrivée des secours, et S, la superficie de la nappe d'huile en mètres carrés. Alors, au dernier cours, on a vu comment retrouver la règle d'une situation exponentielle à l'aide d'une table de valeurs. Donc ici, c'est le même type de situation. Alors, on va compléter la table de valeurs comme on l'a fait la dernière fois. Donc, après une minute écoulée, la superficie d'huile, elle a doublé. Donc, on est rendu à 8 mètres carrés. Ensuite, la minute suivante, c'est-à-dire 2 minutes écoulées, la superficie d'huile double encore, c'est-à-dire 16 mètres carrés. Après, une troisième minute d'écoulée, la superficie d'huile double encore, on est rendu à 32 mètres carrés et ainsi de suite. Alors, de façon générale, la superficie d'huile commence à 4 mètres carrés et elle double autant de fois qu'il y a 2 minutes qui s'écoulent. Alors, 4 mètres carrés et ça double autant de fois que 2 minutes qui s'écoulent. Ça, c'est ma règle et on va explorer maintenant son évolution, en fait l'évolution de la superficie d'huile selon le temps dans un graphique. Alors, on a un plan cartésien ici et on va aller placer la première valeur qui est, dans le fond, mon ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est 4, c'est la valeur initiale, c'est la superficie à l'instant 0. Donc, dans le fond, j'ai un point ici. Initialement, quand les secours arrivent, la nappe d'huile mesurait 4 mètres carrés. Donc déjà, on a cette relation-là entre le graphique et la règle, c'est-à-dire que le coefficient de la puissance, on avait dit écrit à la page d'avant que c'était la valeur initiale. Bien, graphiquement, la valeur initiale, c'est l'ordonnée à l'origine. Okay? Alors, là maintenant, je sais qu'à chaque minute qui passe, ça double. Donc, ici, à la minute 1, ben, la superficie va doubler. Je vais donc arriver à 8. Et là, rendu là, je n'ai même pas besoin de ma table de valeurs. J'ai juste besoin de comprendre le phénomène exponentiel. Donc, à la minute d'après, je double encore. Donc, j'arrive à 16. À la minute suivante, ça va être évidemment 32. À la minute d'après, ça va être 64 et ainsi de suite. Alors, je vais aller placer mes points comme ça ici. Et c'est une fonction qui est en croissance. Et on se doute bien que l'évolution de ça va être quand même assez rapide. Parce que là, oups, je passe un petit peu à côté de mon point. Là. Je vais grossir le point, ça ne paraîtra plus. Fait qu'on voit dans le fond que c'est une situation qui se met à évoluer là, assez rapidement. Voilà. Donc, c'est une fonction qui est croissante. Je peux la relier parce que dans le fond, le temps, c'est une variable qui est continue. Et la superficie d'huile, c'est aussi une variable qui est continue. OK? La recherche de la base, dans le fond, parce que ce qui va se passer, c'est que très souvent, on va avoir, mettons, le graphique d'une fonction exponentielle, puis on va aller rechercher sa base, par exemple. On va aller rechercher des éléments de sa règle. Alors, bon, le premier élément de la règle qu'on voit quand on observe un graphique d'une fonction exponentielle de base, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, tout de suite, on sait que c'est le coefficient. Et à quoi je reconnais la base? Ben dans le fond, c'est pas compliqué. Je vais prendre la superficie à un certain moment et je vais la comparer à la superficie une minute avant ou dans l'unité avant. Donc ici, la superficie à la 4e minute, si je la divise par la superficie à la 3e minute, ben ça va me donner le facteur multiplicatif entre les deux. Ça va avoir doublé. Même chose que si je fais la superficie à la 3e minute divisée par la superficie de la minute précédente, c'est-à-dire à la 2e, ben encore une fois, ça va avoir l'effet de doubler. Alors, comment j'écrirais ça? J'écrirais que la base, OK,
je vais aller chercher la superficie à, mettons, la 4e minute. Et je vais la diviser par la superficie à la minute précédente. Ce qui correspondrait à faire 64 divisé par 32. Ma base, c'est donc 2. Et ça marcherait par rapport à n'importe quel point qui sont séparés d'une unité d'abscisse. Alors, on aurait pu faire aussi la superficie à la 2e minute divisée par la superficie à la 1re minute, c'est-à-dire 16 divisé par 8. Et ça me donne encore 2. Alors, en passant, la base, on la représente par lettre C. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est la lettre C. Et je suis volontairement passé par-dessus le titre qui est ici, où on parle de la fonction exponentielle de base dans le modèle f de x égale a fois c à la x. Alors, c'est effectivement le modèle symbolique de la fonction de base. Donc, la base c, qui est ici, ce n'est pas un paramètre. Donc, c'est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un paramètre. Quand je parle de paramètres, là, je fais référence aux 4 paramètres A, B, H et K des fonctions transformées qu'on connaît. Okay? Alors, C, c'est la base et d'un contexte à l'autre, ça peut changer. C'est-à-dire qu'ici, la nappe duel, elle double. Et c'est une fonction de base. Okay? J'ai une valeur ici, là, je suis dans ma table de valeurs. J'ai une valeur initiale et j'ai ici un facteur multiplicatif qui guide l'évolution du phénomène exponentiel. Au cours d'avant, là, si je nous ramène à la page d'avant, ben, c'était toutes des fonctions exponentielles avec des bases différentes. Celle de l'histoire de la superballe, qui était ici, là, okay? Ben, dans le fond, c'est la même chose. Okay? On avait une valeur initiale, on avait une évolution multiplicative. C'est une fonction de base. Okay? Même chose pour l'exemple d'après. On avait une valeur initiale et une évolution multiplicative. Okay? C'est la même chose ici. Alors, la base du phénomène exponentiel, de façon générale, on la note C. Mais ce n'est pas un paramètre de transformation là, comme A, B, H, K qui transforme la fonction de base. Okay? La constante C, elle va varier d'un problème à l'autre, mais c'est quand même le phénomène exponentiel, multiplicatif, régulier de base. Okay? Alors, ne pas confondre avec un paramètre. Et la valeur initiale, qui est le coefficient A, ça, oui, c'est un paramètre. Donc, c'est vraiment le paramètre A là, des fonctions réelles telles qu'on les a expliquées plus tôt cette année. Okay? Mais ça ici, ça représente la fonction de base, c'est-à-dire une valeur initiale et un coefficient multiplicatif. Pas un coefficient, excusez-moi, une évolution multiplicative qui est dictée par la valeur de la base C. Okay? Alors, voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport au modèle de base. De façon générale, okay, si on voulait faire une formule, là ici, je suis en bas dans l'encadré, si on voulait faire une formule de ce qu'on a fait ici, dans le fond, ça nous prend quoi? Ça nous prend 2 points d'abscisse consécutive. Donc, mettons 4e minute, 3e minute, ou alors 2e minute et 1re minute, et on divise les images. Alors, ici, dans mon plan cartésien, si je voulais faire une formule de ça, okay, ben, j'aurais besoin de 2 points d'abscisse consécutive. Donc, admettons ce point-là. Oublions que c'est l'abscisse 3. Appelons-le, par exemple, l'abscisse X. Ben, l'abscisse consécutive, ce serait celle-là. Oublions qu'elle vaut 4 dans mon exemple. Prenons en général que c'est la suivante. Donc, ce serait X plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on divise? On divise l'image du point qui est à droite, c'est-à-dire l'image de X plus 1, par l'image du point qui le précède, qui est X. Alors, autrement dit, la base C, je l'obtiens en faisant le rapport de l'image de X plus 1
par l'image de x. Évidemment, pour une fonction qui s'appelle f. Donc ça, c'est bien beau quand on est en contexte, okay, parce que là, ici, on voit bien qu'on ne s'intéresse qu'à la partie droite de l'axe des abscisses, qui sont les valeurs positives pour le temps. Mais si, en règle générale, on est hors contexte, donc on va reprendre exactement la même fonction, mais cette fois-ci, sortons du contexte du bateau et étudions la fonction sur l'ensemble des nombres réels. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Bien, évidemment, toute la partie qu'on connaît déjà, qu'on a traitée à la page d'avant, bien, ça, c'est la même, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça, c'est maintenu. 32 ici. Et 4, 64. Donc, toute cette partie-là de la courbe qu'on a étudiée à la page d'avant, elle est maintenue. Donc, je vais la dessiner. En passant, c'est tentant de croire que la courbe s'en va là, à la verticale, mais ce n'est pas le cas. Là. Okay? Ça ne sera jamais vertical. Ça va monter très vite, mais ce ne sera jamais vertical. Et qu'est-ce qui se passe avant l'abscisse 0, donc du côté gauche ici? Alors, on pourrait croire que ça va, mettons, se présenter sous la forme d'une courbe décroissante et que tout ça, ça forme une parabole, par exemple. Ou alors, on pourrait peut-être croire que ça plonge dans le négatif, ou je ne sais trop. Mais dans le fond, non. Ce que ça fait, c'est que, logiquement, si on se déplace de gauche à droite dans le plan, on double. Ben, si on se déplace de droite à gauche, ben, on divise par 2, logiquement. Et ce même processus-là va continuer d'être vrai, même pour des abscisses négatives. Donc, par exemple, à l'abscisse moins 1, la fonction vaudrait 1 demi. Et si on veut le calculer de façon là, rigoureuse, on peut aller calculer l'image de moins 1 par la fonction f, c'est-à-dire 4 fois 2 à la moins 1. 2 à la moins 1, on sait que c'est 1 demi, donc 4 fois 1 demi, ce qui donne 2. Et tantôt, je sais que ce n'est pas la bonne valeur que j'ai dite. Là. Tantôt, j'ai dit 1 demi ici, parce que je suis allé vite un petit peu, puis j'ai comme pas remarqué que l'axe des ordonnées était gradué par 4. J'ai comme pensé à voix haute que c'était gradué par 1, mais non, c'est gradué par 4. Alors, ici, on divise par 2 l'ordonnée. Si je voulais calculer l'image de moins 2, ben là, on va prendre cette valeur-là d'ordonnée qui est ici, qui est 2, et puis on va la diviser par 2, et ça va donner 1. Et on peut le calculer. Alors, 4 fois 2 à la moins 2, ce qui donne 4 fois 1 quart. Alors, l'image de moins 2, c'est 1. Alors, selon ce principe-là, à chaque fois qu'on se déplace d'une unité vers la gauche, on divise les ordonnées par 2. Et là, ça va donner une courbe qui est de plus en plus proche de l'axe des abscisses, quand on se déplace à gauche, évidemment. Et donc, ça porte le nom d'asymptote. C'est pas très facile de faire quelque chose de joli. Alors, la fonction exponentielle de base ne touchera jamais l'axe des abscisses parce que fondamentalement, si je me déplace vers la gauche, ce qui est un peu contre-intuitif dans le plan cartésien parce qu'habituellement, on lit toujours de gauche à droite, mais si j'applique la logique de droite à gauche, ben, je vais toujours diviser par 2 et donc je vais toujours avoir une petite fraction qui va me séparer de l'axe des abscisses, que je vais toujours pouvoir diviser par 2. Alors, on va dire que l'axe des abscisses joue le rôle d'asymptote dans ma fonction de base. Donc, la fonction de base ne possède pas de 0. Elle n'est jamais négative non plus. Et elle est toujours croissante. Parce que on se rappelle que le graphique, on le lit quand même de gauche à droite. Et c'est toujours une fonction qui est croissante. OK, alors, c'est les particularités géométriques de la fonction de base. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Parce que dans le fond, quand je regarde la règle de ma fonction, x peut valoir n'importe quoi. On peut mettre n'importe quel nombre réel comme exposant. Okay? Donc, il n'y a pas de valeur comme mathématiquement interdite.
L'ordonnée à l'origine, ben ça ici, ce serait 4 ou ce serait l'image de 0. La variation, c'est une fonction qui est toujours croissante sur son domaine. Le codomaine, vous pouvez écrire de 0 à l'infini, mais vous pouvez écrire aussi les réels, positifs, non nuls. Et non nul, c'est avec une petite étoile ici à l'exposant. Bon, mon étoile n'est pas très jolie, là. Je vais peut-être la... Admettons que celle-ci est plus jolie. 0, ben il n'y en a aucun. C'est une fonction qui ne possède pas de 0. Elle en possédera éventuellement des 0 lorsqu'on va faire subir à la courbe des déplacements vers le haut ou vers le bas. Et là, à ce moment-là, la courbe, elle va pouvoir toucher l'axe des abscisses. Mais la fonction de base elle-même n'en possède pas. Et l'équation de l'asymptote, ben l'asymptote, c'est une droite qui est confondue à l'axe des abscisses dans ma fonction de base. Donc, son équation, ça va être y égale 0. Et je termine avec les vrais ou faux qui sont dans le bas de la page 7. Alors, vrai ou faux, la fonction f de x égale 4 à la x est toujours positive. Ben oui, c'est une fonction qui est une fonction de base comme celle qui est en haut, donc toujours positive. La fonction f de x égale 10 à la x admet des images négatives pour certaines valeurs de son domaine. Ben, c'est absolument faux. On vient de voir que une fonction exponentielle de base comme celle-là est toujours positive. Et l'équation 10 à la x égale moins 10 admet une solution. Évidemment, c'est faux. 10 à la x, je vais écrire à côté ici, 10 à la x est toujours strictement positif. Voilà, alors c'est ce qui complète l'analyse de notre première fonction exponentielle de base.